Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Et vous aimez les grands espaces, vous êtes au bon endroit. France 3 Auvergne prend le taureau par les cornes. Nous vous proposons une émission en direct d'Allanche à la 26e fête de l'Estive. Bonjour, vous êtes bien sur France 3 Auvergne. Nous sommes aujourd'hui à Allanche en direct pour la 26e fête de l'Estive. Bonjour Philippe Desbert. Oui, bonjour. Alors vous êtes président de l'organisation de cette fête de l'Estive. Vous l'avez vous-même cofondée. En un mot, qu'est-ce que c'est que la fête de l'Estive? La fête de l'Estive, c'est un moyen de magnifier, en fin de compte, la montée de ces vaches salaires sur les alpages, en fin de compte, sur les estives dans le Cantal. Les alpages, c'est plutôt dans les Alpes. Et ici, ce sont les estives. Et donc nous avons voulu rendre hommage à cette race de salaire qui est l'emblème de l'Auvergne, l'emblème du Cantal, à ses éleveurs, également à la ville d'Allanche. Et puis nous avons voulu également faire toucher du doigt aux gens ce que c'était vraiment que ce travail des éleveurs avec cette sélection des vaches salaires, et puis le fait que c'était un enjeu économique également. C'était pas uniquement une balade, c'était un enjeu économique. Vous avez commencé cette fête en 1992, c'est cela, avec quelques milliers de visiteurs. Aujourd'hui, vous en attendez combien aujourd'hui? On n'est pas orgueilleux, donc on dit toujours entre 30 et 40 000 à peu près. Combien d'animaux pour cette fête, dites-moi? Nous irons environ 700 à peu près. 700, ça dépend des troupeaux. Il y a des troupeaux, il y a 100 bêtes, il y a des troupeaux, il y en a un peu moins, mais environ 700 bêtes. Oui. Alors on va reparler de cette estive dans un instant, mais d'abord, on va retrouver Jérôme Doumingue qui a assisté ce matin à un des temps forts de cette fête, la bénédiction des troupeaux. Regardez Fabien, on se trouve ici à Maillargues dans un petit pré dévolu à cette fameuse bénédiction des troupeaux. Une cinquantaine de bêtes se trouvent là sous nos yeux, évidemment des salaires. Il y a même un jeune taureau parmi toutes ces vaches. Et puis au fond, en point de mire, on voit évidemment le clocher d'Allanche. Monsieur le curé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le curé de la paroisse de Murat et vous êtes curé ici à Allanche et c'est à vous que revient l'honneur de bénir ces troupeaux. C'est la première fois dans votre carrière de prêtre que vous bénissez les animaux? Oui, c'est la première fois. C'est ma première année et je suis agréablement surpris de voir autant de monde et aussi cette fête très traditionnelle qui met en valeur le travail agricole de cette région. Alors c'est une bénédiction un peu particulière ou pas? Est-ce que vous bénissiez les animaux comme on bénit les hommes? Alors, je voudrais dire que d'abord, toutes les bénédictions sont en vue du bien des hommes. Donc, j'ai béni les éleveurs tout à l'heure, je les ai bénis dans leur travail, et maintenant je bénis leurs bêtes, je bénis ces troupeaux, ces créatures de Dieu. Mais évidemment, toujours en bénissant ces troupeaux, c'est en vue du bien de ces hommes et de ces familles. Alors ici, vous êtes ici, c'est pas vraiment pour le folklore, il faut dire que ça s'inscrit dans une vraie tradition paysanne, cette bénédiction-là. Ça c'est tout le temps fait depuis la nuit des temps, c'est un geste séculaire. Alors oui, je me réjouis beaucoup de voir que ces grandes traditions au sens fort, où il y a la foi chrétienne derrière, toutes ces belles églises, ce beau patrimoine en est un signe constant, ces croix si nombreuses à la croisée des chemins nous rappellent cette foi chrétienne et que les Allanchois, tout ce pays, veut garder profondément à travers cette bénédiction de leurs troupeaux et de leur travail. Et vous entendez aussi la ferveur populaire autour de cet événement-là. J'avoue que je suis très impressionné de voir autant de monde. J'ai vu un peu des gens de tous les départements qui viennent participer à cette joie locale. Et c'est un très beau signe aujourd'hui. Et ça va durer parce que vous êtes là pour la journée. Et c'est le premier ou parmi les premiers troupeaux que vous bénissez de la journée. Il y en aura 10 au total, 10 troupeaux je crois. Voilà, effectivement, les éleveurs vont se succéder tout au long de la journée. Et je vais bénir, j'ai pris mon temps. Je suis là avec tous les habitants toute la journée pour bénir tous ces éleveurs et ces troupeaux. Et vous avez vu, Fabien, il a mis le chapeau de circonstance parce qu'il sait aujourd'hui que le soleil va taper ici à Allanche très fort. Il s'est protégé, monsieur le curé. Et puis effectivement, il va bénir quelques 500 bovins, 500 salaires, évidemment.
De retour ici sur la place du Césalier à Allonges avec toujours Philippe Desbert, donc président de l'organisation de cette fête. Philippe Desbert, l'estive, c'est la montée des vaches vers les estives, ça porte bien son nom. Qu'est-ce que c'est concrètement que cette montée vers les estives et à quoi ça sert? Eh bien donc ça sert à libérer les prairies du bas pays comme on appelle, c'est-à-dire autour d'Aurillac, aussi bien qu'autour d'Orion-Montagne, de Salaire, etc. On a besoin de ces pâtures pour faire du foin. Donc ça libère les pâtures et elles montent à la montagne, elles vont faire l'estive, donc pour pâturer cette fameuse herbe de montagne qui est absolument extraordinaire, et soit s'engraisser, soit faire venir leur veau, soit faire du lait, et vivre en presque 5 mois libres en fin de compte. Et pendant ce temps, que fait l'éleveur? Eh bien, l'éleveur, tout simplement, lui, il n'est pas en vacances et il fait ses foins. Il engrange le foin pour l'hiver, puisque vous savez que dans le département du Cantal, en général, on a 5 mois d'hiver. Alors on fait normalement une première coupe de foin, et ensuite on fait une deuxième coupe de regain, et on attend le retour des vaches pour manger la dernière coupe et rentrer à l'étable. Est-ce qu'on sait depuis combien de temps ça existe, cette transhumance, cette tradition de l'estive? Alors cette transhumance remonterait au Moyen-Âge, puisque l'on a retrouvé dans les montagnes des trous qui étaient couverts par de branchages, et c'était les burons dans le temps. Les bergers se cachaient dans des trous et mettaient des branchages dessus. Et c'est là qu'ils faisaient l'estive avec les vaches au Moyen-Âge. Alors c'est donc clairement une tradition qui est bien plus ancienne que la télévision. Stéphanie Vino s'est tout de même plongée dans nos archives pour essayer de retrouver les plus anciennes images disponibles sur le sujet. On regarde. La bonne herbe des estives. Les prairies d'altitude sont des réservoirs d'herbe extraordinaires, de haute qualité et qui poussent une bonne partie de l'été. Les paysans de montagne ont su très tôt exploiter ce gisement. Nous voici à 1300 mètres d'altitude sur les hauts plateaux du Cantal. Depuis combien de temps pratique-t-on l'estive? Des siècles, mais plus précisément, on a oublié. Les estives représentent 60 000 hectares dans ce département. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles étaient consacrées à produire du lait pour faire du fromage. 1000 burons étaient en activité et fabriquaient du Cantal et du Salaire. Le fromage de Salaire, le Salaire fermier, le Salaire haute montagne, c'est un fromage qui a une très grande réputation maintenant, mais de plus en plus, il s'en fabrique de moins en moins. Car il y a eu les années 70 et la transformation radicale des estives, la modernisation de l'agriculture, l'exode rural, la précarité du travail en altitude, les burons ont commencé à être abandonnés. Peu à peu, les troupeaux se sont transformés. Les vaches laitières ont laissé la place aux vaches à viande. Les agriculteurs cantaliens se sont mis à produire du veau élevé sous la mer, vendu à l'export. Aujourd'hui, il ne reste que 4 burons qui produisent toujours du fromage. Mais la tradition de l'estive est restée forte. Le Cantal est devenu le premier département français pour la transhumance des bovins, 100 000 animaux. En 1992, l'idée a germé de faire de cette transhumance un moment festif. Sur Allonges, le canton cantalien avec le plus grand territoire d'estive. Pour la première édition, il y a eu 4 troupeaux et déjà 3000 visiteurs. On a voulu un peu refaire le passage de troupeaux dans la ville d'Allonges, qui est le lieu un peu symbolique des plateaux d'estive, refaire à pied, si vous voulez, pour une partie des troupeaux, les 4 troupeaux qu'on présente, pour montrer un peu aux gens que la montée en estive est une chose relativement importante pour bon nombre d'agriculteurs dans le Cantal, quoi. Un engouement qui ne s'arrêtera pas. Pour les meilleures années, la fête de l'estive attire entre 25 et 30 000 personnes et plus de 600 vaches paradent dans les rues d'Allonges. De retour ici à Allonges avec toujours Philippe Desbert, donc président de l'organisation de cette fête de l'estive. Philippe Desbert, vous avez fondé cette fête de l'estive au début des années 90. C'était déjà une fête avant que vous fondiez cette fête? Non, ou est-ce qu'il y avait des repas? Ou est-ce qu'il y avait des événements autour de la transhumance? Non, c'était le départ des bêtes à la montagne. C'était quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait naturel. La seule chose qui se passait, c'est qu'on bénissait les vaches avant le départ des bêtes. Alors elles se bénissaient soit dans un pré avec le curé du village, ou si éventuellement le curé n'avait pas pu venir, c'était la fermière, qu'on appelait la couarde, qui se mettait devant la porte et avec un morceau de buis béni, elle bénissait les vaches sur le départ. C'était la seule chose qui se passait. Et ensuite les vaches partaient en direction du Lioran, puisqu'elles franchissaient le tunnel du Lioran. Et elles partaient dans les estives, elles mettaient 3 ou 4 jours. Donc ça ne pouvait pas être une fête, parce que c'était une très longue marche.
Donc elles avaient qu'une hâte, c'était d'arriver à la montagne. C'était tout de même une bonne nouvelle, c'est l'arrivée de l'été, l'estive. Voilà. C'était surtout la délivrance pour ces bêtes qui avaient passé 6 mois attachées dans les écuries. C'était le retour vers la liberté en fin de compte. Alors avant, il n'y avait pas que les vaches qui montaient dans les estives, il y avait aussi ce qu'on appelait les buronniers. Donc c'était des personnes qui allaient traire les vaches dans les estives pendant 4 mois. Ils dormaient là-haut, ils faisaient le fromage là-haut. Est-ce que ça existe encore? Et si ça n'existe plus, depuis quand est-ce que ça a disparu? Non, il y a encore, je pense, si je ne fais pas de bêtises, il doit y avoir 3 ou 4 bureaux sur les monts du Cantal qui fonctionnent encore. Bien sûr, ces bureaux ont été mis aux normes sanitaires européennes, bien sûr, et qui continuent à monter parce qu'ils disent toujours les fromages sont meilleurs, et c'est assez vrai, l'herbe est meilleure. Vous avez la violette, vous avez la réglisse que les vaches mangent et qui donne un goût particulier au fromage quand elles sont dans les estives. Et puis vous avez encore quand même environ 3000 bêtes qui sont traites. Donc ça veut dire qu'on monte encore à l'estive sur les monts du Cantal. Un autre changement qui a beaucoup modifié ce paysage, c'est la mécanisation. Aujourd'hui, beaucoup de bêtes montent en camion. Est-ce qu'il y a encore des troupeaux qui montent entièrement à pied? Alors, vous avez des troupeaux qui montent à pied sur le Césalier. C'est-à-dire que sur le Césalier, là où nous nous trouvons, en fin de compte, les fermes et les estives se touchent. C'est-à-dire qu'environ la ferme est à 1 km de l'estive. Alors donc, dans ce cas-là, les vaches quittent la ferme. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand elles arrivent à l'estive, elles savent qu'elles y arrivent. Alors, au printemps, les vaches arrivent avant le fermier à la porte de l'estive. Et à l'automne, dans l'autre sens, elles arrivent à la porte de l'estive pour en sortir et rentrer à la ferme. Pour ceux qui le font encore à pied, combien ça fait de kilomètres? Ah, ça peut faire 10 km, 15 km, ça dépend. Et ça se fait bien sur une journée? Ah oui, sur une matinée même. Hein. Oui, sur une matinée. Hein. Mais on part le matin à la fraîche, hein. On part à 5 h du matin. Hein. On fait des pauses aussi, j'imagine? Ah, on fait des pauses, on s'arrête un peu, on fait boire les vaches surtout. Et des fois aussi les gens. On va maintenant suivre une famille qui connaît très bien l'estive et la fête de l'estive puisqu'il s'agit de la famille Malacan. Cette année, le troupeau va participer pour la 23e fois au défilé à Lanche, le troupeau de la famille Malacan. C'est un reportage de Claude Bernard et de Lydie Rib. Allez gros, allez! Chaque année c'est pareil, c'est jamais beau quand c'est le moment de les sortir. Là elles sont contentes. Oh, elle casse pas la ligne encore. Ah, t'as vu? Dès qu'elles arrivent, elles vont faire un tour, puis après elles vont se calmer, elles vont se poser, mais au début elles veulent voir toujours. Il faut que j'aille voir au bout si c'est pas meilleur. Elles sont gourmandes les salaires. La Croix-Baptiste à Vèze, c'est là que les Malacans possèdent une montagne et que chaque année, à pareille époque, une partie de leur troupeau prend possession de l'estive familiale. Les montagnes en général, ça n'aime pas trop le sec. Mais au mois d'août, là-bas, des fois en bas, c'est sec et en haut, il y a toujours de l'herbe. Il suffit qu'il y ait un orage, ça pousse toujours. Les montagnes, ça pousse jusqu'au 15 juillet. C'est un peu ce qui nous sauve, quoi. Depuis la fin des années 60, cette pratique de la transhumance a profondément évolué. Aujourd'hui, sur ces montagnes, on ne produit quasiment plus de fourmes de Cantal. Les troupeaux continuent de monter, mais la production s'est tournée vers la viande. Dès son installation en 1984, Patrick a fait le choix de développer l'exploitation sur un cheptel pure race, en participant au concours et surtout en vendant de la génétique. Après, bon, avoir une bête au salon, ça fait pas tout. Il faut avoir le cheptel derrière. Si on n'avait pas ça en race pure, je ne sais pas si on y arriverait aujourd'hui. Ça serait pas si facile, quoi. On y arriverait, mais bon, on ne tournerait peut-être pas aussi bien, quoi. Là, on peut dire qu'on vit à peu près, quoi. Avec des salaires. Contrairement à ce que disent les gens, souvent, on ne peut pas vivre avec des salaires. Et bon, on ne se plaint pas trop. Cette passion, Patrick n'a eu aucune difficulté à la transmettre à son fils. Antoine a rejoint le GAEC familial depuis le 1er mars. Moi, ce qui me plaît, c'est d'élever nos animaux, les voir évoluer, et puis travailler la génétique pour pouvoir faire les concours et pouvoir vendre beaucoup pour la reproduction. À Vèze, la ferme des Malacans a bien changé. C'est désormais une exploitation de 350 hectares et un cheptel bâti sur un troupeau de 220 mères. Bien loin de ce qu'a connu Janine, la maman de Patrick. On n'avait pas de frais. Aujourd'hui, les frais qu'ils ont, ouais. C'est bien beau. Nous, on vivait avec ce qu'on avait, quoi. Voilà, on faisait tout à la main. Là.
Samedi, pour la 23e fois, un troupeau de chez Malacan défilera à la fête de l'Estive. Un rendez-vous que Patrick ne manquerait pour rien au monde. Ce jour-là, à Allanche, c'est toute la grande famille des éleveurs salaires qui est réunie. De retour ici au cœur de la fête de l'Estive à Allanche, dans le Cantal, avec nos invités. Donc Philippe Desbert, président de la fête de l'Estive, vous êtes avec nous tout au long de cette émission. Nous avons de nouveau sur ce plateau, nous avons d'abord Charlotte Sala. Bonjour. Bonjour. Vous élevez des vaches salaires, vous êtes productrice de fromage à la ferme à Cussac. Oui, c'est ça. Vous produisez du salaire tradition, c'est ça? Tout à fait. On va y revenir. Et Lionel Dufayet, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur également, mais également président de Salaire Évolution, qui est le groupement qui représente un peu la race salaire, c'est ça? Voilà, tout à fait. Le groupe Salaire Évolution, en fait, est l'organisme de sélection de la race salaire. Philippe Desbert, la fête de l'Estive, c'est quand même surtout la fête de la salaire. C'est ce que nous avons voulu dès le départ, que ce soit la fête de la salaire, pour mettre la race à l'honneur et pour la faire connaître surtout au grand public. Pour que les gens la connaissent, mais dans le bon sens. J'ai toujours voulu tenir ce discours. On a voulu qu'elle soit connue dans le bon sens, pas de côté folklorique. C'est vraiment, encore une fois, pour la faire coller à l'actualité et que ce soit quelque chose de réel. C'est quoi le bon sens? Qu'on ne parle pas uniquement parce qu'elle est jolie, parce qu'elle a des cordes, mais parce qu'elle est rentable, parce qu'elle permet aux éleveurs de vivre, parce qu'elle permet à quelqu'un comme Charlotte de faire du fromage et à Lionel de pouvoir avoir des broutards et avoir des bêtes également pour manger. Donc c'est le principal. Et on met tout ça en avant pendant toute la journée de la fête de l'Estive. C'est ça que l'on veut mettre en avant et rien d'autre. Lionel Dufayet, je vous pose la question, est-ce qu'elle permet effectivement aux éleveurs de bien vivre, cette salaire? Alors oui, on peut dire qu'elle permet de bien vivre. Et puis elle permet de bien vivre surtout dans des conditions très différentes, puisqu'aujourd'hui nous retrouvons de la salaire dans des prairies de Normandie au niveau de la mer. Nous en retrouvons dans l'est de la France, tout ce qui est Aisne, Ardennes. Et puis nous en retrouvons aussi dans les sommets, mais dans tous les sommets de France. Puisqu'aujourd'hui, non seulement la salaire permet d'avoir des produits de qualité, que ce soit des produits lactés ou de la viande, mais aussi elle a un rôle prépondérant en tant que race rustique, c'est d'entretien de nos montagnes. Parce qu'aujourd'hui, elle permet aussi l'entretien de la montagne, et c'est un rôle très écologique, et c'est un rôle qui n'est pas connu du grand public, et qui mérite justement par le biais, entre autres, de la fête de l'Estive, d'être mis aux yeux, je dirais, du grand public et de nos concitoyens. La salaire, c'est une vache qui fait donc du lait pour le fromage principalement et de la viande. Dans quel rapport on se trouve entre la viande et le lait pour le fromage? Alors, pour comprendre le rapport aujourd'hui, il faut faire un peu historique. C'est que la salaire a été utilisée en tant que race laitière jusque dans les années 80. Avec la mécanisation de la traite et le coût de la main-d'œuvre qui a flambé dans cette période-là, la salaire a une particularité, c'est qu'elle ne peut être traite qu'en présence de son veau. Donc c'était dur d'adapter la traite à la mécanisation. Donc elle a fait une évolution depuis les 40 dernières années qui s'est tournée vers la production de viande. Aujourd'hui, on est à quoi? 9 salaires sur 10 pour la viande? Un peu plus. Aujourd'hui, on va dire qu'on est à 94% de salaire conduite pour la viande et 6% de salaire encore sur lesquels on travaille sur la production laitière. Alors, ce lait de vache salaire, on s'en sert donc principalement pour faire du fromage. Charlotte Sala, c'est ce que vous faites. Vous faites cela à Cussac, vous êtes une des rares à le faire à la ferme. Vous ne vendez pas votre lait, c'est ça, à une laiterie? Oui, non, on transforme tout le fromage qu'on fait et on affine tout à la ferme. Et la spécificité de votre fromage, le tradition salaire, c'est que ça n'est fait qu'avec du lait de salaire. Tout à fait, oui, c'est ça. On va vous regarder d'ailleurs, puisque une de nos équipes est venue vous voir il y a quelques jours dans votre ferme. C'est un reportage de Claude Bernard et de Pascal Félix. Charlotte n'a pas choisi la facilité. Sans son veau, la salaire ne donne pas son lait. C'est dire la tâche que représente la traite d'un troupeau de 120 vaches 2 fois par jour. Effectivement, on n'a pas choisi le plus simple. Après, je continue juste ce qu'ils ont fait, parce que j'aime les vaches salaires et puis je ne me voyais pas faire autre chose. Mais après, oui, et puis après je reprends, quoi. Donc c'est facile aussi parce que c'est que de la reprise et ils ont beaucoup travaillé vers moi, donc voilà. Le travail de Charlotte vient couronner le combat qu'ont, pendant des années, mené son oncle et son père. Les deux frères ont toujours milité en faveur de la reconnaissance du lait de vache salaire. Un lait dont la fromageabilité fait du salaire tradition un produit unique. On nous a assez dit que les vaches salaires, c'était pour faire des cartes postales. Mais maintenant, si on faisait les comptes, en faisant du fromage comme on fait et le prix qu'on vend, je pense que les salaires, elles ont leur place. Et peut-être la première. Qu'est-ce qui est bon dans l'agriculture? C'est ce qui ne se fait pas beaucoup, en fait. Puisque bon, après, on part dans les usines, mais les usines, ça intéresse un peu moins les gens, quoi. Et puis bon, on a une façon de travailler qui est un peu bio. Sans l'être, mais qui est bio, quoi. On fait attention à beaucoup de choses.
Dans cette cave donc, un fromage d'exception. Il est l'œuvre de Charlotte. Dès son affinage terminé, ces pièces de Salaire tradition rejoindront les étals de grandes fromageries parisiennes ou les tables de chefs prestigieux. Pourtant, lorsque la jeune productrice s'est lancée, elle s'est heurtée à un quasi-monopole des affineurs. Aujourd'hui, je me suis rendu compte il y a 2-3 ans qu'il y avait une forte demande, que le Salaire tradition pour moi c'est un fromage de niche, mais c'est un fromage, il y a une clientèle pour ça. Et après, là maintenant pour rien au monde j'arrêterai, c'est clair. À Cussac, au Gaec-Sala, il y a Charlotte, Jean, Michel, Pierre-Émile et bientôt peut-être Julie. Il y a les gens de passage. Et au centre de toutes les attentions, un troupeau de vaches Salaire dont Cerise est la mascotte. Charlotte Sala, pourquoi avoir choisi de ne faire que du fromage avec du lait de Salaire? Déjà c'est comme ça a toujours été comme ça chez moi. Je suis en reprise d'exploitation et je me voyais pas faire autre chose. Les Salaires, mon grand-père en avait, mon père en avait et moi je continue avec parce que j'aime cette race de vache. Et parce qu'on a trouvé, on arrive à bien vendre notre fromage, donc on n'a aucun intérêt à changer ni de race ni de façon de faire. Alors c'est ça la clé, votre fromage se vend bien et il se vend à bon prix. Oui, on le vend bien. Le Tradition Salaire, on le retrouve sur des très grandes tables, c'est ce qu'on voyait dans le reportage. Qui vous l'achète? Les chefs qui nous l'achètent aujourd'hui, il y a Alain Ducasse, Christian Estebech, Stéphane Carade et d'autres sur Paris et en province. Et après, on vend beaucoup dans les crèmeries. Et là, cette année, on a beaucoup vendu à l'étranger. Vous vendez dans quel pays, par exemple? On vend à Hong Kong, on vend à Londres et certainement bientôt à Dubaï. Ah, il voyage quand même bien ce fromage. Lionel Dufayet, une question quand même qui se pose. Le Cantal ou le Salaire ne sont pas forcément faits avec du lait de Salaire. Pourquoi? Oui, tout à fait. Alors pourquoi? C'est une très bonne question. C'est des AOP qui ont été mises en place, je dirais maintenant, il y a une quinzaine d'années. Et dans une période où la traite de la Salaire avait subi ce grand déclin. Donc les pouvoirs publics ont préféré donner une appellation plutôt liée à un territoire qu'à une race. Ce qu'on peut déplorer aujourd'hui. Il y a quand même donc un fromage qui ne se fait qu'avec du lait de Salaire. On est bien clair, c'est le Tradition Salaire, celui que vous faites, Charlotte Sala. Oui, c'est ça. Alors, on a d'autres fromages en France, comme, si j'ai bien compris, le Beaufort ou le Comté, qui sont liés à des races. On ne peut les faire qu'avec un certain type de vache. Pourquoi est-ce que le Cantal ou le Salaire, ce n'est pas le cas? Mais parce que justement, c'est ce que vient de dire exactement Lionel. Lorsqu'on a fait donc ces AOP, ces deux fromages, en particulier donc le Beaufort, a décidé de lier automatiquement la race Tarine et la race Abondance avec le Beaufort. C'était interdit dès le départ. Dès le départ, ils ont dit c'est soit ça ou ça sera rien du tout. Et ils ont eu vraiment une politique, quasiment une police. Ils passaient dans les élevages et ils disaient si vous enlevez pas telle et telle bête, on arrête de prendre le lait à la maison. Et donc ça a obligé les éleveurs, mais alors ça a donné une plus-value à ce fromage énorme. Et donc automatiquement, ça fait remonter le prix du lait payé aux producteurs et ça a permis à tous ces éleveurs de continuer à traire des vaches. On arrive aujourd'hui quasiment à 1 euro le litre. Lionel Dufayet, vendre le lait de Salaire à une laiterie pour juste le lait, ça ne servirait pas à grand chose puisqu'apparemment elle est difficile à traire puisqu'il faut son veau. Donc on ne fait quasiment que du fromage avec ce lait. Tout à fait, on fait quasiment que du fromage. Mais on a encore la chance sur le territoire d'avoir une ou deux petites laiteries qui font du fromage justement qu'à base de lait de Salaire. Charlotte, je vous ai vu faire un petit haussement de sourcil quand j'ai dit qu'elle était difficile à traire, c'est pas vrai? Ah si, bien sûr que si. C'est certain que c'est plus difficile à traire, oui. Après moi j'ai toujours traité que ça, donc je fais ça naturellement. Et si on parle de la viande de Salaire aussi se valorise bien? Tout à fait, aujourd'hui la viande de vache de Salaire se valorise très bien. Aujourd'hui nous avons dépassé, même au prix du kilo rendu à l'éleveur, le prix de certaines races spécialisées. Donc aujourd'hui, je dirais que les produits qui transmettent une typicité, qui sont reliés à un territoire, ont pris de la valeur ces dernières années. Et ça, c'est le fruit d'un travail de communication qui a été fait, aussi bien sur le lait, sur le fromage, pour rassurer le consommateur justement. Faire voir au consommateur français qu'il y a encore des produits qui sont typiques, avec des animaux qui sont bien alimentés, qui pâturent de l'herbe tout l'été et sur lequel aussi, je dirais, le bien-être animal est un souci quotidien des éleveurs. Philippe Desbert, on m'a dit que vous mangiez la viande de Salaire sans sauce pour apprécier son goût très particulier.
Est-ce Oui, qu'elle a tout à vraiment fait. un goût particulier? Vous pouvez nous le décrire? Oui, je suis peut-être un petit peu spécial, mais quand je vois, je sais pas, une sauce au roquefort ou au bleu dessus, je sais pas, moi j'accepte pas parce que ça change le goût. Moi j'ai envie de sentir le goût dans ma bouche de la viande. Alors, comment J'ai vous pas le envie décririez? de sentir un espèce de millimélo. Moi ça m'intéresse pas du tout parce que c'est une viande qui est tellement particulière. Il y a un goût vraiment particulier de cette viande, ce persillé. Et puis vraiment la viande est goûteuse, comme on dit maintenant les grands cuisiniers disent goûtue. Et elle est très goûtue cette viande. Donc il faut la laisser telle qu'elle. On la fait griller et on a besoin de rien d'autre. C'est pas la peine de la masquer. Idéalement, vous l'accompagnez avec quoi? Ah bon, on peut l'accompagner avec une truffade ou avec un aligot et ça suffit amplement. Avec du Cantal dedans. On va retrouver maintenant Jérôme Doumingue avec les visiteurs dans cette fête de l'Estive. On n'est pas très loin, hein, Fabien, de vous. On continue notre festival de cornes ici à Allanche. On est à côté des Vosgiennes. Hein. Alors, comme toutes les stars, elles portent un nom ici. Elles s'appellent Islande, Marguerite ou encore Lila. Il y a plus loin Elsa. Et puis, il y a surtout ce monsieur qui prend des photos depuis tout à l'heure. Oui. Vous les connaissez, vous, les Vosgiennes? Peu, enfin, très peu. Très peu. Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu observer ici? Oh, ben, la fête de l'Estive. Vous venez chaque année ici? Oh, souvent, enfin, de moins en moins maintenant. Là, Qu'est-ce que vous venez? Vous venez chercher l'originalité, la particularité de Voilà, certaines ouais. bêtes? Qu'est-ce que vous J'aime observez? le paysage, là, tout ça, puis les animaux, comme dans la nature, quoi. La manière de conduite, la conduite des bêtes, tout ça. Ça vous passionne? Ouais. J'ai toujours été passionné par ça. Vous venez d'où? Du Lot, du Quercy. Ah, du Quercy. Ça vous plaît ce que vous voyez pour l'instant? Ah, mais oui, c'est vrai. C'est magnifique. Dans quelques temps, on ne le verra plus. Enfin, Pourquoi on ne le verra plus? je sais pas. Ça a disparu, il manque de main-d'œuvre, tout ça, je pense. Je sais pas. Merci Gabriel, on va continuer notre petit bonhomme de chemin avec des gens justement qui sont là aussi, qui ont des yeux grands écarquillés lorsqu'on voit des vaches. Vous n'êtes pas habitué à voir des vaches, vous? Si, je suis de la Charente. Oui, il y a des vaches en Charente. Ah oui. Et la charentaise? Ouais, exactement. Non mais c'est quoi comme race ça? Ça c'est la Vosgienne. Ah d'accord. Vous en avez jamais vu? Non, c'est la première fois. Et vous venez ici exprès de Ouais, Charente? De Charente, tous les ans. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Le fromage. Vous venez chercher le fromage? Ah ouais. Vous en ramenez beaucoup? Ah, là, je viens de m'en ramener, là, croyez-moi, Combien? deux grosses boules. Deux grosses boules? Ouais, c'est plus. Ouais. Ah ouais, véridique, hein, font plus combien d'un de kilo. Plus d'un kilo. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Le partager? Non, partager en famille? Même pas. C'est que pour vous? Que pour moi. Parce qu'on a chacun le nôtre. Et vous, c'est lequel, vous? C'est le comment déjà? Le Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, ouais. Non, Saint-Nectaire. Et vous, c'est? Toi? Toi, Saint-Nectaire, moi, Salaire. Salaire, voilà. Donc vous êtes venu pour madame alors, c'est ça? Bon, bon marché à vous. Merci. Voilà, vous voyez un petit peu comment on se divertit. Hein. Certains viennent voir les vaches, certains viennent chercher du fromage. Ici, Fabien, on se retrouve tout à l'heure. Et on trouve vraiment de tout. Merci Jérôme Doumingue à cette 26e fête de l'Estive. Nous avons un nouveau plateau d'invités. Philippe Desbert, président de la fête de l'Estive, vous êtes encore là, mais vous êtes accompagné de Jacques Raymond. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Salaire la vache. Vous êtes vraiment passionné de salaire. Ah ben écoutez, je suis complètement du Cantal depuis une trentaine de générations, donc toute ma famille a toujours élevé les salaires. Et étant le seul éditeur cantalien, réellement, enfin la seule maison d'édition cantalienne, j'avais décidé de faire un livre sur la vache salaire. Et pour moi, il ne pouvait pas y avoir d'autres livres sur le sujet. On va y revenir. On va d'abord présenter nos deux autres invités, Marcel Matière et Philippe Matière. Bonjour. Bonjour. Alors, vous gérez une grande entreprise industrielle à Aurillac, mais on le sait moins, vous avez aussi un troupeau de vaches salaires. Et en plus, ce sont des vaches salaires très spéciales puisqu'elles sont noires. Écoutez, c'est une particularité dont on nous a cité les avantages pendant un certain temps. Et étant du pays, pourquoi pas. Tout ce qui peut faire progresser et amener une amélioration, on le regarde. Alors, on va y revenir dans un instant. D'abord, je voudrais vous demander pourquoi la salaire est une bonne vache. Je vais commencer par vous, monsieur Matière. Parce qu'elle est d'une part adaptée au pays. Pourquoi les salaires sont dans ce pays? C'est pas une coïncidence. Les Charolais sont dans le Charolais, les autres races ont leur territoire. Philippe Matière, vous êtes d'accord, c'est une bonne race quand elle est dans son terroir? Oui, et puis c'est d'autant mieux
pour nous que, comme nous ne sommes pas des agriculteurs véritablement professionnels, elles s'élèvent sans trop de problèmes, elles donnent naissance à ces petits sans trop faire recours aux vétérinaires, par différence avec les charolaises, comme mon père le disait tout à l'heure. Elles élèvent ces veaux avec un grand sens maternel, et puis surtout, elle est de plus en plus courue par que ce soit d'autres éleveurs français qui l'achètent dans une trentaine de départements, ou que ce soit surtout à l'international. Donc c'est pour ça que pour nous, il n'y a pas de choix, il n'y en a qu'une, c'est la meilleure, c'est la Salaire. Quand j'écoute un petit peu tous ces témoignages, on dirait qu'elle s'élève toute seule, vous êtes d'accord? Oui, c'est ça, la plupart des éleveurs au départ choisissent la Salaire, en fait, surtout hors du berceau, parce que ici c'est naturel, comme disait monsieur Matière-Père, mais ailleurs, parce que ce sont les frais, il y a beaucoup moins de frais de vétérinaire, elle est autonome, elle vèle toute seule. Bon, il y a des gros troupeaux en Australie, par exemple, des troupeaux extensifs, il n'y a pas de problème, on laisse les salaires, on revient les chercher quelques mois après, il n'y a pas de perte pratiquement. Et moi, en faisant le livre sur la vache, on a rencontré beaucoup d'éleveurs. Il y a carrément des jeunes qui demandent dans d'autres régions qu'ici aux parents, ok, on reprend la ferme, l'exploitation, si on passe en salaire, parce que ça permet de dégager une vie de famille. Philippe Desbert, il n'y a pas que ce côté pratique, il y a aussi un côté sentimental avec cette vache Salaire. Je pense que oui, parce que moi je pense que quand on élève des salaires, on peut faire que les aimer. Parce que autant de fois que vous les aimez, autant qu'elles vous le rendent. Et on a l'impression qu'elles vous comprennent. Moi j'ai toujours trouvé que les salaires sont intelligentes. C'est pas une vache comme une autre. Elles ont une façon de vous regarder, elles ont une façon de comprendre quand vous leur parlez. Moi je sais que toutes mes vaches, j'avais presque une relation viscérale avec elles. D'ailleurs on les appelle par des noms, hein, c'est pas des numéros, hein, on ne sait pas faire ça. Avant d'être président de la fête de l'Estive, vous avez été éleveur de Salaire quand même. Pendant 40 ans, oui. Vous êtes sensible au regard de la Salaire vous aussi? Oui, tout à fait, sensible au regard, mais à tout. C'est une vache extrêmement docile, qui n'est pas traître, par exemple. C'est pareil, pour avoir discuté avec pas mal d'éleveurs, ou des limousines ou des choses comme ça, c'est une race qui n'est pas trop trafiquée, on va dire, et qui a des réactions saines et toujours sympathiques, tout à fait. Ouais. Au-delà de ça, la Salaire, c'est devenu une icône touristique. On la voit sur les logos de certaines entreprises cantaliennes, on la voit sur toutes les cartes postales du Cantal. On ne peut pas voir un présentoir sans voir une vache Salaire. C'est une icône. Alors d'abord c'est une marque de fabrique pour le Cantal, c'est sûr, au-delà du Cantal pour l'Auvergne, parce que encore une fois, il y a des vaches de race Salaire dans les 4 départements de notre ancienne région Auvergne, mais aussi dans 26 autres départements français. Et puis je pense qu'elle illustre aussi un petit peu les caractéristiques des entrepreneurs cantaliens, hein, ténacité, peut-être même tête dure aussi des fois. Mais pour autant, je reviens sur ce que disait Philippe Desbert tout à l'heure et M. Raymond, c'est une vache aussi, parmi les caractéristiques qu'on peut lui donner, qui est absolument pas sauvage. Là aussi parce qu'elle a été manipulée pendant des décennies, c'est des chromosomes qui s'inscrivent dans leur comportement, il n'y a pas d'accident, peu en tout cas, et pour nous, encore une fois, éleveurs un peu amateurs, ça c'est une caractéristique très importante. Alors on le voit derrière vous, il y en a 2 qui sont en train d'attendre très sagement, et d'ailleurs c'est ce qu'on va tout de suite aller voir avec Jérôme Doumingue, c'est cette traversée des troupeaux à travers la ville d'Allanche. Alors regardez Fabien, on assiste à l'une des traversées du troupeau dans le village de Salaire. On a le sentiment d'être vraiment sur la route du Tour de France, hein, tellement elle fonde la foule tout en montant. On est vraiment dans une étape de montagne avec des gens, vous l'entendez peut-être, des gens qui les acclament, qui les prennent en photo, comme le font les spectateurs du Tour de France. On va s'arrêter peut-être auprès de madame qui va peut-être réagir à ce troupeau. Madame, vous êtes en direct sur France 3. Qu'est-ce que ça vous fait de voir toutes ces vaches? C'est formidable, formidable. Qu'est-ce qui vous plaît? Nous, ça fait plusieurs années de suite que l'on y va. Et c'est les vaches, tout le monde. Madame, on a l'impression d'être dans une étape du Tour de France, là. Presque, oui. C'est vrai, pareil. Pareil. Alors, on va continuer, Bruno, à progresser. Regarde. On va les suivre un petit peu, ces vaches, parce qu'elles arrivent vraiment au centre du village, sur la place centrale d'Allanche. Alors voilà, ces vaches qui ont fait un tour d'honneur dans les rues d'Allanche et puis qui sont parquées là sur le foirail. Ça permet aux gens aussi de les observer
et de les voir de près. Madame, qu'est-ce que ça vous inspire les salaires? Ah, moi j'adore parce que mes parents étaient paysans. Je suis fille de paysan et mon frère a continué après mes parents. Vous savez tout sur les salaires? Ah, c'est tout. Alors qu'est-ce que vous cherchez de plus là? Ah j'adore. Je suis été élevée là-dedans. Donc vous adorez les observer, c'est ça? Oui, les observer. Ouais. C'est mon enfance. Vous prenez votre bain d'adolescence là, c'est Oui, ça? mon adolescence, voilà. Merci madame. Vous voyez, hein, Fabien, chacun a sa façon de vivre la fête des estives ici à Allanche. Ces vaches qui partiront d'ici quelques minutes rejoindre les estives, hein, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, les estives d'Allanche. Certaines se situent à une dizaine de kilomètres. Elles chemineront donc à travers les routes de ce territoire du Césalier. Merci Jérôme. Marcel Matière, vous me disiez, ces vaches, moi je les aime parce qu'elles ont de l'avenir. Expliquez-moi. Je le crois. Il était bien connu que la race salaire est une bête adaptée au pâturage d'origine volcanique. C'est ça le Massif central. On trouve des vaches dans d'autres massifs volcaniques, mais ont-elles les mêmes avantages? Étant donné la surface de pâturage d'origine volcanique sur le monde, c'est énorme à l'avenir. Vous pensez également qu'elles s'adaptent bien à notre époque et aux temps qui viennent? Oh oui, je pense, parce que de plus en plus, sans aucun esprit polémique, hein, l'agriculture cantalienne, elle va devoir devenir de plus en plus extensive. Elle va devoir vendre la qualité de la viande. Elle va devoir vendre des produits de pure race, pas trafiqués, qui vont être nourris avec ce qu'on va récolter sur les plateaux, y compris ceux d'Allanche. Et je pense que le label salaire, comme le promeut à l'heure actuelle le Herd Book, eh bien, c'est l'avenir des éleveurs du Cantal, avec l'image que ça véhicule, avec la qualité aussi de la viande qu'on peut proposer aux restaurateurs. L'avenir, oui, absolument, à condition de ne pas partir en ordre dispersé et à condition de bien respecter les préceptes du Herd Book salaire. Parce que les initiatives isolées dans un monde aussi capitalistique que celui de l'élevage, je pense que ça ne marcherait pas. Tout à l'heure, il y avait Lionel Dufayet sur votre plateau. Je pense qu'on serait tous bien inspirés de faire corps derrière lui et de suivre les préceptes de bonne commercialisation qu'il essaye de nous enseigner. Vous voulez dire qu'il y a des divisions chez les éleveurs de salaire? Non, je veux dire justement qu'il ne faut pas qu'il y en ait. Je pense qu'aujourd'hui, on ne connaît pas notre chance d'avoir quelque chose de bien organisé, qui a trié jusqu'à maintenant tous les bons côtés de la race salaire pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. La race salaire aujourd'hui est meilleure qu'elle n'a jamais été, en particulier en identifiant bien le rameau laitier qui est minoritaire mais qui existe par rapport au rameau viande qui est majoritaire et qui aujourd'hui est très très connu, autant que la charolaise, autant que la limousine. Et ben, je pense qu'il faut continuer dans cet esprit-là et absolument pas se diviser, justement. Alors revenons à quelque chose de très terre à terre. Marcel Matière, vous construisez à la base des ponts dans votre entreprise, des ponts qui s'exportent dans le monde entier, mais vous avez un troupeau de vaches salaires et des vaches salaires noires. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi elles sont noires et comment vous en êtes arrivé à avoir un troupeau? Pourquoi? Parce qu'il a toujours existé des vaches noires. Mais depuis un siècle, un bon siècle, ce rameau noir, ou ce gène noir, a été éliminé pour des raisons que Sandy Descous n'a pas suffisamment expliquées. Or, à l'heure actuelle, les vaches noires offrent une prime par rapport aux troupeaux normaux et aux rouges. Pourquoi? Parce qu'une salaire noire apporte des améliorations en l'Angus, par exemple, qui est une bête moins développée, noire, moins développée, mais qui a l'avantage d'être présente sur tous les continents et exploitée sur de grandes surfaces. Comment, quand on a une entreprise, je reviens toujours à cette question, on se retrouve à faire de l'élevage? C'est vraiment étonnant. Parce qu'il y a des origines, il y a les gènes de la région, c'est un produit régional qui permet des espoirs de développement, on le croit, et à partir de là, on peut s'y consacrer. Vous en avez combien des salaires noirs? C'est variable. C'est variable. À l'heure actuelle, nous nous efforçons d'avoir un troupeau qui est moitié noir, moitié rouge. Et comme c'est la même race salaire, en sélectionnant les meilleurs rouges et les meilleurs noirs, par les taureaux notamment, puisqu'il s'agit de fabriquer des taureaux,
on est arrivé à des résultats qui dépassent nettement les performances de l'Angus et même, faut pas être modeste, les plus grandes races qui sont connues. Merci Marcel Matière. On va passer à présent quand même à des salaires originales, mais elles ne sont pas originales à cause de leur couleur, elles sont originales car elles broutent l'herbe des Vosges. Géraldine Dreyer a rencontré un éleveur des Vosges qui ne jure que par les rouges d'Auvergne. À première vue, personne ne devinerait ici la présence d'un troupeau. Les vaches salaires de Nicolas Fady prennent le frais à l'ombre. Vous leur parlez en alsacien? Toujours. Elles comprennent. Mais elles comprennent mieux. Doucement les mères, voilà. Il faut dire que ces mères allaitantes sont toutes nées en Alsace. Mais les mâles reproducteurs arrivent tout droit du Massif central. Le berceau d'Elton, ce sont les montagnes des volcans d'Auvergne. C'est des taureaux qu'on achète tous à la station, donc dans le Cantal, donc à Faux, sur le domaine de Faux. Et c'est là où on les achète. On achète un tous les 3 ans, on va dire, tous les 2-3 ans. C'est ainsi que ce troupeau de Salers s'épanouit en Alsace. Un choix quelque peu exotique, mais qui a permis à l'ancien petit producteur laitier de se convertir. Question de survie économique. On a arrêté le lait et on est parti plutôt vers la viande, et qui était beaucoup plus facile, il y avait moins de contraintes. Et donc en fait on a choisi la Salers parce que j'ai des collègues qui en avaient déjà, et c'est vrai que c'est une race où je suis assez vite tombé amoureux parce que par rapport à sa docilité, par rapport à son type d'élevage qui est comme assez simple. Le troupeau compte quelques 120 têtes. Il passe la mauvaise saison en plaine au pied des montagnes et part chaque année à l'ascension des sommets vosgiens. La transhumance est une fête où l'on porte l'habit traditionnel du marquaire, le berger des montagnes. Et le public est là pour accompagner les vaches jusque sur les chaumes. Pour les animaux, le fait de transhumer et de le faire à pied, c'est beaucoup moins stressant. Et puis ça reste une tradition, donc voilà, on va essayer de la perpétuer. Et puis ça attire toujours un peu de monde, et puis ça permet après de faire une petite fête. Et puis c'est vrai que quand on transhume à pied, après on peut prendre le temps. Alors que si on le fait en bétaillère ou avec les transports, c'est pas la même chose. À 1000 mètres d'altitude, le troupeau rejoint ses quartiers d'été. Les bêtes ne seront pas seules là-haut. Elles resteront à proximité d'une ferme auberge, croiseront des randonneurs et auront chaque semaine la visite de leur éleveur. Nicolas Fady élève des Salers depuis 10 ans maintenant. Un choix sans regret qui commence à porter ses fruits. Toute la production de viande est valorisée en vente directe et localement. Et voilà pour des salaires qui répondent à l'alsacien. Juste retour des choses, cette année à la fête de l'Estive à Allange dans le Cantal, vous avez invité les Vosgiennes. Pourquoi ? Eh bien, nous avions décidé pour le 20e anniversaire d'inviter tous les massifs, parce que j'avais voulu faire venir les massifs pour que nous ayons tous ensemble les mêmes objectifs, en fin de compte, celui de la transhumance. Et donc, nous avons fait tout le Tour de France, et le Tour de France s'est terminé dans les Vosges. Et donc, pour moi, il était normal de faire venir la Vosgienne. C'est une race que je connais depuis très longtemps et que personnellement, j'estime beaucoup. Alors, comme son nom l'indique, c'est une vache qui vient des Vosges et elle n'est pas venue toute seule puisque vous l'avez accompagnée. Mélanie Gutzwiller, bonjour. Bonjour. Vous êtes technicienne sur la partie génétique pour le schéma de sélection de la race vosgienne à la Chambre d'agriculture d'Alsace, je ne me trompe pas. Et Marc Spenley, bonjour. Vous êtes éleveur de Vosgiennes et vous avez emmené Candy, une de vos vaches, au Salon de l'agriculture en 2011 où elle a fait l'affiche du salon, c'est ça? Tout à fait. La Vosgienne, elle est donc connue déjà? Ah, la Vosgienne, c'est vrai que la Vosgienne a une très grande histoire et c'est vrai que la Vosgienne est connue et on va dire, elle avance au fur et à mesure. Il y a des épisodes dans sa vie qui marquent beaucoup. C'est vrai qu'on peut dire que la Vosgienne qui a failli disparaître il y a quelques années a eu la chance, grâce à quelques éleveurs passionnés, d'avoir un plan de relance qui a permis donc de faire remonter ses effectifs. Il y a un deuxième point, voilà, il y a eu 2011, cette tête d'affiche au Salon de l'agriculture qui a vraiment mis la race sur le haut du pavé. Et il y a une troisième épisode aussi, c'est l'épisode justement de la valorisation, la race, le produit, le terroir. Donc c'est la création du cœur de massif, un fromage appartenant à l'organisme de sélection de la race vosgienne qui permet de boucler la boucle. Alors on va en parler dans un instant. Mélanie, c'est une race qui monte, la Vosgienne ? Oui, c'est une race qui monte. On a les effectifs qui ne cessent d'augmenter. Donc on a de plus en plus d'animaux chaque année. On augmente de 200 à 300 animaux femelles sur toute la France, quoi. Alors ce qu'il faut savoir, vous le disiez, c'est que c'est une vache qui a failli disparaître. Géraldine Dreyer et Bernard Stemmer nous expliquent comment elle a réussi sa renaissance. Un homme, un terroir et une vache.
Une vache qui porte le nom de sa montagne, la Vosgienne. Le massif ne connaissait qu'elle autrefois, la petite montagnarde rustique, bonne marcheuse, adaptée au climat. Elle aurait dû disparaître de ses prairies, la Vosgienne. Le ministère de l'Agriculture l'avait décidé en 1947. La moitié des races françaises étaient de trop, mais la désobéissance l'a emportée. Ah voilà, Charles qui vient. De vieux souvenirs déjà pour Jean, l'éleveur de la vallée de Münster, et Charles, technicien retraité de la Chambre d'agriculture du Haut-Rhin. Préparer Paris, il faut que notre technicien il vienne pour faire les petits détails. Salut, monsieur le président. Salut Charles Fetter, salut. Deux copains, toujours complices, qui ont su unir leurs forces pour sauver une vache en péril. On va se prendre un tout petit café et peut-être on se souviendra encore un petit peu de plus. Dans les années 70, ils avaient 30 ans, la fougue de la jeunesse et une idée en tête. Rendre à la Vosgienne sa place au catalogue officiel des races bovines de France. On avait su, on a eu écho qu'à Paris, le vent avait tourné. Il ne voulait plus réduire les races, mais sauver ce qui restait encore des petites races à effectif limité. Donc on a sauté sur l'occasion, on a profité du créneau et c'est là qu'on a fait venir la commission nationale à partir d'un dossier que j'avais fait. Et la commission nationale est venue sur place en 1976 pour visiter la Vosgienne et pour voir si ça valait le coup de mettre en place un plan de relance. 76, été de la sécheresse. Toutes les vaches dépérissent dans la montagne, sauf les Vosgiennes qui continuent de produire du lait. La démonstration est faite. Elle donne raison à cette poignée d'éleveurs têtus qui n'ont jamais abandonné les vaches de leur enfance. C'est par respect pour son grand-père que Jean Verret est entré en résistance. Le voyant souffrir quand la Vosgienne elle devait disparaître, je me suis dit il faut faire quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé mon combat. Après avoir fait mon service militaire, je revenais pour me battre pour sauver la Vosgienne. Lorsque le plan de relance est signé en 1976, la race vosgienne compte tout au plus 3000 têtes. Des vaches clandestines qu'il faut désormais débusquer. J'allais de ferme en ferme avec un bâton de pèlerin et je visitais les éleveurs pour trouver des belles vaches avec des familles nouvelles. Une douzaine de lignées sont identifiées sans lien de consanguinité. Toutes représentent le canon de la beauté vosgienne. Une vache, ça se juge de derrière et une femme, ça se juge de devant. Ah, question de point de vue. Allez, hop. Une belle vosgienne, ce sont des critères très précis. Explication. La première chose, c'est le paysage. Nous sommes dans les Vosges, avec les collines vosgiennes. Donc une vosgienne, c'est une vache qui a la robe noire et blanche, qui est blanche sur le dos et qui est blanche sur le ventre. Ce qu'on cherche aussi, c'est une belle tête, une tête large et expressive, avec bien sûr le bout des cornes noires, les oreilles noires, le mufle noir, les yeux encerclés de noir, la tête bien mouchetée, des petites taches qui sont typiques de la Vosgienne. Et ce qu'il faut aussi qu'on cherche, c'est donc la vulve qui est noire et la mamelle, les bouts des traillons qui sont noirs. Voilà donc les grandes caractéristiques de la Vosgienne. Elle est jolie, la vosgienne, mais pas seulement. C'est aussi une championne de fertilité et de longévité. Les générations qui se succèdent sont de plus en plus performantes en quantité et qualité du lait, en morphologie et aptitude bouchère. Le résultat de judicieux planning d'accouplement. On va regarder ça. On a quelques taureaux qui sont bien améliorateurs en taux protéique. On a notamment Tintin, qui est un nouveau taureau qui vient de sortir, qui est très bon en morphologie, très bon en taux, très bon en lait. Les éleveurs veulent travailler avec la Vosgienne, veulent travailler avec cette belle vache, mais ne veulent pas juste une débroussailleuse de carte postale. Donc il faut qu'on puisse leur apporter un progrès génétique, qu'on puisse leur apporter de la production laitière, des bonnes qualités aussi en viande, des bonnes aptitudes de morphologie, puisque c'est des vaches qui marchent beaucoup. Donc on essaye de diffuser ça et l'insémination artificielle est un très bon outil pour la diffuser au maximum. La race vosgienne compte aujourd'hui 10 000 têtes. Est-elle sauvée pour autant? Pas tout à fait. Ses effectifs sont stabilisés, mais pour prospérer,
la Vosgienne doit justifier son rôle dans l'économie montagnarde. Pour valoriser le lait, on le transforme à la ferme, le plus souvent en fromage de Münster. Honneur sauvé pour une vache en parfaite harmonie avec son environnement. La Vosgienne est devenue un argument touristique de premier choix. On se demande qui pourrait lui résister. La Vosgienne, on la retrouve dans toutes les Vosges? Alors, on la retrouve sur tout le massif des Vosges, parce qu'il ne faut pas confondre le département des Vosges et le massif des Vosges. Donc, en fait, elle est répandue à la fois sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, donc toute l'Alsace, et dans le département des Vosges et en Haute-Saône. Ce sont les 4 départements principaux. Et dans ces 4 départements, c'est surtout les Vosges et le Haut-Rhin où il y a vraiment le plus d'effectifs. On entendait dans ce reportage, elle est rustique, elle est facile à vivre, elle résiste aux grands écarts de température, elle ressemble quand même beaucoup à la Salaire. Ah bah c'est vrai que c'est une race de montagne, donc comme tout massif, voilà, le massif vosgien a sa race. Et c'est vrai que notamment voilà, on a cette chance d'avoir été invité ici pour la fête de l'Estive à côté de la race Salaire. On se retrouve régulièrement, notamment au Salon de l'Agriculture, dans le cadre de l'association du CORAM, donc le collectif des races de massif. Voilà, et c'est toujours avec grand plaisir qu'on se retrouve avec les différentes races de tous les massifs de France. Philippe Desberts, je vous ai vexé quand je vous dis qu'elle ressemble à la Salaire, vous qui êtes un fou de Salaire inconditionnel. Non, parce que moi j'ai toujours eu cette idée qu'il fallait qu'on parle dans nos massifs justement, non pas de lait mais de fromage. Or donc ce sont des races fromagères. Et ça c'est une chose qu'il faut absolument mettre dans la tête du consommateur. Nous produisons du fromage et un fromage de qualité. Et c'est absolument ce qu'il faut qu'on fasse comprendre, même à très haut niveau, même au niveau du ministère de l'Agriculture, etc. On ne peut défendre nos races de montagne que si on parle de fromage. On ne va pas aller lutter avec des races spécialisées en lait. On est là pour lutter surtout sur la qualité de nos fromages. Un fromage que vous allez faire avec une Vosgienne, c'est un fromage qui va avoir un goût particulier parce qu'il est fait avec une race qui produit un lait particulier. Un fromage que vous allez faire avec une Tarine, il va avoir un goût particulier parce que c'est la Tarine. Et avec la Salaire, on va avoir un goût particulier. C'est vraiment des races fromagères et c'est ça qui nous unit. C'est ça qui unit toutes nos races de montagne, c'est qu'on produit des fromages tout à fait différents. Mais c'est ça qui est très intéressant. C'est notre spécificité en fin de compte. Mélanie Gutzwiller, faire du lait qui ne serait pas pour le fromage, ça ne serait pas tenable avec de la Vosgienne? Faire du lait uniquement pour le lait, mais qui ne serait pas transformé en fromage? Alors le problème de la Vosgienne, c'est qu'elle a quand même une production qui est plus faible que des grandes races laitières. Et c'est vrai que vendre son lait en laiterie, c'est un petit peu dommage parce qu'il n'est pas valorisé pour le lait de Vosgienne. Il est valorisé comme un lait standard, quoi, hein. Donc c'est pas réellement intéressant de faire du lait en laiterie avec la race Vosgienne. Et d'ailleurs, les éleveurs l'ont très bien compris parce que quasiment aucun éleveur de Vosgienne fait uniquement de la laiterie. Ils ont toujours un atelier de transformation à côté. Ils transforment donc ce lait en Münster, c'est ça? Oui, pour l'instant, c'est pas surtout que, ça. oui. Non, il y a beaucoup de choses. Donc le lait est transformé. Donc le Münster, c'est le fromage le plus connu, hein, le plus emblématique. Après, il y a divers tomes, donc ou barcasses. Donc c'est des tomes des Vosges, du massif des Vosges. Et ensuite, il y en a. J'ai aussi pas mal d'éleveurs qui font des yaourts, des produits laitiers, toutes sortes de produits laitiers en fait. Et récemment, donc le nouveau fromage de la race vosgienne, le cœur de massif, donc qui a été inauguré en fin 2015 et donc le but de ce fromage, c'est vraiment de faire un fromage spécifique à la race vosgienne, puisque le Münster n'est pas un fromage de la race vosgienne. C'est un fromage qui est fait avec beaucoup d'autres races également, quoi. C'est un peu ce que l'on disait tout à l'heure avec le Cantal, que l'on peut faire avec n'importe quelle race, et le Tradition Salaire qu'on ne fait qu'avec de la Salaire. Le cœur de massif, on ne le fait qu'avec de la Vosgienne, et le Münster, on le fait avec n'importe quelle race. C'est ça. Marc Spenley, ce cœur de massif, ça peut être le moteur du sauvetage de cette race vosgienne? Mais je crois qu'au début de cette histoire du cœur de massif, beaucoup de gens rigolaient peut-être un peu autour de cette nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure aujourd'hui nous prouve, après 2 ans, après avoir lancé la production il y a 2 ans, qu'il y a un réel engouement, qu'il y a une réelle demande au niveau du consommateur. Et surtout, ce qu'on ressent sur le terrain, je pense que Mélanie, en tant que technicienne, ne va pas me contredire, c'est qu'on sent vraiment une dynamique au niveau des jeunes éleveurs. Et on voit notamment aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes éleveurs qui sont éleveurs de Vosgienne, qui se revendiquent éleveurs de Vosgienne et qui sont très fiers justement d'élever cette race-là. Vous en parlez à Allanche ce week-end. Vous êtes confronté au
mêmes problématiques que les éleveurs de salaire ici? Mais on a bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se retrouve donc dans le cadre du CORAM, donc le collectif des races de massifs, justement parce qu'on a tous les mêmes problèmes au niveau de l'agriculture de montagne, de l'élevage de montagne, et justement de se retrouver, de partager aussi, discuter de nos problèmes, des différentes contraintes, de tout ce qui se passe. Voilà, c'est très important, et c'est aussi, on est aussi dans des races où on ne cherche pas à se comparer à des races productives, parce qu'on est dans des races qui sont adaptées à leur milieu, voilà, avec des produits, parce que c'est important, ces races-là ne vivent et ne survivront que par le lien justement avec le produit et le terroir. Philippe Desberts, il va déjà falloir conclure. Ces races de montagne, elles ont toutes les mêmes problèmes, elles mènent toutes les mêmes combats. Est-ce qu'elles ont toutes la même voie vers la réussite? Je pense, oui, qu'à l'heure actuelle, il y a eu justement, on parlait du CORAM, il y a eu quand même un gros travail qui a été fait au niveau de toutes ces races. Justement pour les tirer vers le haut et pour faire justement comprendre encore une fois aux consommateurs l'intérêt qu'on avait de promouvoir justement la qualité de ces fromages, parler non pas de vaches laitières mais de lait fromageable, parce que ce qui est toujours important, c'est de mettre bien ça en avant, et c'est comme ça qu'on est arrivé à les retirer vers le haut. Il y avait des races qui avaient déjà pris le train au départ, la Tarentaise, l'Abondance par exemple, puis après qui ont été suivies par la Villard de Lens également, par la Vosgienne, et puis encore par les races également pyrénéennes qui ont essayé de repartir également vers ces objectifs, et bien sûr la Salaire d'un côté et la Ferrandaise par exemple. Eh bien merci Philippe Desberts, c'est un peu à cela que sert la Fête de l'Estive 26e édition. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous nos invités, en particulier à vous Philippe Desberts pour l'organisation. Merci à la mairie d'Allanche et aux services techniques qui nous ont mis à disposition des moyens et ce lieu. Merci à la technique, merci aux éleveurs présents ici et merci aux éleveurs de Vosgienne d'être venus sur ce plateau. On se retrouve dès ce soir dans le 19-20 pour une page spéciale. D'ici là, si vous voulez venir profiter de cette Fête de l'Estive, sachez que demain matin, il y aura encore une montée. Bon après-midi sur France 3 Auvergne.